Bonjour et bienvenue à l'émission Choisie. La semaine dernière, nous avions parlé de l'argent avec nos deux amis banquiers qui effectivement nous avaient parlé, expliqué comment l'argent peut s'infiltrer et comment il peut transformer notre vie. Et c'est à nous de prendre et de choisir la vie que nous voulons. Et soit on devient esclave de l'argent, soit effectivement c'est l'argent qui est notre esclave. Et à ce moment-là, qui est, j'allais dire, lui qui nous écoute et non pas nous qui écoutons l'argent. Je vous rappelle que c'était deux amis banquiers de Monaco, mais ils nous ont promis effectivement de revenir nous parler. Alors, si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à nous les envoyer de manière à ce que la prochaine fois que nous discuterons, que nous aurons une émission avec eux, eh bien, nous pourrons leur poser ces questions. Aujourd'hui, nous retrouvons Maître Jean-Yves Côté et nous allons parler de l'engagement. L'engagement que nous avons dans notre vie, cela peut prendre différentes formes, mais aussi ça a aussi une connotation très forte qui est l'engagement que nous donnons dans notre vie. Bonjour, Maître Côté. Bonjour, Monsieur Poitou, et ainsi qu'à tous vos auditeurs. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette émission. Et donc, j'aimerais rentrer tout de suite dans la question de l'engagement. L'engagement, forcément, on pense au mariage, mais il y a aussi d'autres formes d'engagement. Alors on voit, hein, on va mettre de côté effectivement le terme d'engagement. On peut s'engager auprès d'une association, on peut s'engager pour l'environnement, on peut s'engager de différentes manières. Mais même dans cet engagement, on voit que, j'allais dire, il y a un manque de fidélité au niveau des bénévoles, au niveau de ces engagements volontaires. On a l'impression qu'il y a comme un manque de fidélité. Et ce terme même de manque de fidélité fait référence aussi au mariage. Oui, effectivement, fidélité diront certains. Pour d'autres jugeront que le mot a une connotation trop moraliste ou moralisante. On peut très certainement à ce moment-là parler de constance. C'est que qui dit engagement dit constance. Est-ce qu'on peut penser qu'un engagement soit valable si la constance n'est pas là? La constance est un des attributs, à mes yeux, de l'engagement. Et vous soulignez à juste titre qu'il y a différentes formes d'engagement. Ça peut être un engagement communautaire, des engagements financiers. On parlait, vous vous souvenez, lors d'une autre émission, on parlait d'hypothèque, d'engagement hypothécaire. Et là aussi, il y a une constance qui est là, c'est qu'il faut faire notre paiement hypothécaire à tous les mois. La notion de constance se retrouve également dans les engagements financiers que nous souscrivons. Donc, qui dit engagement dit il y a une notion de temps, et pour couvrir la plage de temps visée par l'engagement, ça prend la constance. Alors justement, peut-être qu'aujourd'hui, la constance est seulement financière. J'aime bien la distinction que vous apportez, c'est que dans le domaine financier, ça semble être un domaine à part. En quelque sorte, oui, c'est que dans les engagements plus moraux, comme par exemple le mariage, l'engagement semble s'effriter avec le taux de divorce qui a augmenté au cours des dernières années. Mais dans le domaine financier, les banques, par exemple, n'accepteraient pas ou ne toléreraient pas que, au fond, que les gens cessent de faire le remboursement hypothécaire. Puis les gens comprennent aussi, curieusement, dans le domaine financier, les gens comprennent mieux que justement, il y a des engagements vis-à-vis desquels on ne peut pas se défiler. Alors que dans le domaine plus social, personnel, affectif, cette notion-là semble plus diluée et les gens se sentent plus libres de, au fond, se délier de leur engagement. Peut-être le sont-ils effectivement. C'est peut-être plus facile de sortir d'une relation affective que de sortir d'une hypothèque, me direz-vous.
Est-ce qu'on a raison de traiter avec plus de désinvolture les engagements d'ordre personnel par rapport aux engagements d'ordre financier? Je me rappelle quelqu'un qui disait qu'effectivement, l'important était l'autonomie, oui, l'indépendance, non. Parce que, effectivement, on le voit, on est dépendant de la banque quand on souscrit une hypothèque. Mais c'est un peu la même chose, le fait d'être dépendant d'un point de vue affectif, d'un point de vue, eh bien, nous permet de peut-être mieux mûrir, de peut-être mieux grandir. On voit bien quand on est petit qu'on est dépendant de nos parents. Et on est content d'être dépendant de nos parents, non seulement parce que, j'allais dire, ils nous donnent de l'argent de poche, mais aussi cette dépendance nous montre qu'on a du prix à leurs yeux. Oui, il y a une réciprocité également. On a parlé de l'engagement dans deux domaines jusqu'à présent, le domaine affectif, et on y reviendra parce que c'est là que je pense que c'est le plus riche. On en a parlé, vous et moi, dans le domaine financier. Il y a un autre domaine aussi où l'engagement est très présent, cette notion d'engagement est très présente, c'est dans le domaine du travail. Quand d'ailleurs on sollicite un travail et que ça fonctionne, le patron, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit « je vous engage ». Donc, la notion d'engagement est vraiment inhérente au fait de gagner sa vie par le fait de, quand quelqu'un nous engage, ben c'est que ce soit pour un emploi ou pour un entrepreneur, ben, c'est que pour nous, ça va devenir une source de revenus. Il y a un échange de prestations qui est convenu. Nous fournissons une prestation de travail. Le donneur d'ouvrage ou l'employeur nous fournit une rémunération, généralement sous forme d'argent. Donc, il y a un échange. Dans cet engagement-là, il y a la notion d'échange. Dans le cadre du travail, c'est un échange d'argent. Dans le domaine bancaire aussi, c'est un échange financier. Mais dans le domaine du travail, c'est déjà plus riche. Ce n'est pas uniquement des sommes d'argent qui s'échangent de part et d'autre. Il y a une valorisation, hein, le fait oui. de travailler a une valorisation parce qu'on réalise quelque chose. Construire quelque chose ou de participer à la construction de quelque chose, eh bien, est valorisant. Tout à fait, c'est tout l'aspect de la réalisation. C'est que s'engager peut nous permettre de nous réaliser. Ça peut nous permettre d'actualiser notre potentiel, que ce soit au niveau de nos talents dans le cadre d'un travail, si nous avons la chance d'avoir un travail que nous aimons et pour lequel nous avons été adéquatement formés et dans lequel nous avons l'impression de donner notre pleine mesure. Donc, c'est sûr que c'est une source de revenus, un moyen de subsistance, mais c'est aussi un moyen de se réaliser et bien souvent de se mettre en relation avec d'autres personnes. On parle de nos collègues de travail, on parle de nos clients, de nos fournisseurs. Donc, l'engagement nous insère dans une toile sociale. Et au fond, nous, les êtres humains, on est des êtres de société. Et quand on s'engage, la dimension sociale de notre être trouve à s'exprimer. C'est vrai dans le cadre du travail et c'est vrai aussi dans le cadre des relations personnelles. Mais dans le cadre des relations personnelles, puis là on touche au domaine affectif, si on s'engage de façon superficielle, ben peut-être qu'en contrepartie aussi, ce qui va nous revenir va être tout simplement superficiel. Est-ce que le degré d'implication qu'on met dans nos engagements, quelle qu'en soit la nature, que ce soit un engagement de travail ou affectif, est-ce que c'est pas dans la mesure où on s'investit pleinement qu'on a le meilleur retour? Alors justement, vous levez un point intéressant, vous arrivez justement à l'engagement interpersonnel, et non plus un engagement entre une entreprise et une personne, mais là entre deux personnes, on va dire. Et on voit que, vous en parliez tout à l'heure, lorsque le chef d'entreprise ou le responsable des ressources humaines engage quelqu'un, l'emploie, il dit « je vous engage ». Or, maintenant, on voit bien que la pratique des gens
est justement non pas de dire à un moment donné on s'engage l'un envers l'autre, mais j'allais dire c'est presque doucement et presque sans vague que deux personnes se mettent à vivre ensemble entre guillemets et il n'y a plus d'engagement. C'est-à-dire que petit à petit, ben, on a passé une nuit ensemble, puis 2 nuits, puis une semaine, et puis finalement, ben, c'est plus pratique de dormir chez l'un ou chez l'autre, et à la limite d'avoir un seul appartement, et donc pour des raisons pratiques, on change notre mode de vie, mais on voit bien que ces raisons pratiques ne sont pas un engagement. Non, et des fois, on a l'impression, fausse à mon avis, mais justement, on ne veut pas trop donner. Qui dit s'engager, dit en quelque part donner une partie de soi-même, des fois avec une contrepartie, mais il y a quelque chose qu'on doit donner de nous-mêmes. Et certaines personnes se disent à ce moment-là, justement, je veux m'économiser. Certaines personnes ont l'impression que plus elles s'économisent, moins elles donnent, moins elles s'impliquent, qu'elles se préservent. Et je pense que ça peut être un piège. Parce que, écoutez, à un certain moment donné, les plus belles choses qui nous arrivent dans la vie, c'est si on s'engage pleinement et qu'on y va à fond. On n'a pas parlé du domaine sportif, mais l'engagement aussi se vit au niveau sportif. Et comme spectateur, quand on va voir notre équipe de hockey favorite, comme la vôtre, ben, on apprécie que les joueurs qu'on va voir se donnent pleinement. Et donc, au fond, la joute sportive, c'est aussi un lieu d'engagement. On demande et on apprécie comme spectateur que les sportifs que nous allons voir se donnent et s'engagent à plein dans leur sport. Et c'est même ce qu'on admire chez eux. Dans quelle mesure ils se dépassent, ils se surpassent et ils vont au-delà d'eux-mêmes. Oui, oui, et on voit bien que... des gens qui s'économisent. Et c'est pas un travail occasionnel, c'est-à-dire que effectivement les forestiers d'Amos, pour rester dans le hockey, eh bien on voit ils ont tous les jours de l'entraînement. Et ils se disent pas, bah non, je me suis entraîné hier, c'est bon, ça suffit pour aujourd'hui. Non, il faut bien s'entraîner pour aller au meilleur. Et c'est un peu ça aussi dans l'engagement, c'est-à-dire que notre engagement doit être quotidien. Il doit durer dans le temps. Il y a l'engagement, il y a un élément de temps et de constance dont on parlait tantôt. Et c'est sûr que bien que cet engagement, cette notion d'engagement, nous la retrouvons, comme on le souligne tous les deux, dans bien des domaines de la vie, que ce soit le travail, le sport amateur ou le sport de compétition, le domaine financier, il reste que c'est dans le domaine affectif, dans le domaine religieux aussi. Ça existe, évidemment. Les gens font des vœux et puis, bon, se donnent leur vie à une cause religieuse dans ce cas-là. D'un point de vue juridique aussi, hein, on a parlé beaucoup d'un point de vue moral jusqu'à maintenant, mais d'un point de vue juridique, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que quand il y a une certaine durée, la loi, de fait, dit qu'il y a un engagement. C'est ça, c'est sûr que le droit et les concepts de droit reflètent en quelque sorte l'évolution sociale, des fois avec un certain décalage dans le temps. On dit que le droit est un peu en retard sur les réalités sociales ou tente de les rattraper. Mais dans le droit civil, le mariage est très, très important dans le Code civil. C'est une institution juridique qui est très, très bien encadrée. Et jusqu'à il y a quelques décennies, c'était au fond la seule forme d'union qui était reconnue par le droit civil, l'union d'un homme et d'une femme en vue de fonder une famille. Et cette union-là était jugée, réputée être indissoluble pour des raisons religieuses qui avaient influencé le législateur. Par la suite, le législateur s'est un peu dégagé du référent religieux, a ouvert la porte à des divorces, séparations, tout ça. Il y a un cadre pour la dissociation de la famille, en fait, qui s'est mise en place. Des mesures sur le divorce,
et la séparation de corps, tout ça. Mais au fond, il reste que cet engagement-là, celui qui était reconnu sur le plan civil et législatif, c'était l'engagement entre un homme et une femme pour le mariage. Et pourquoi c'était comme ça? C'est que cet engagement-là, entre un homme et une femme, et ça, pourquoi il était si bien encadré sur le plan juridique, c'est que cette institution-là du mariage permet un rôle très, très important pour la société, qui est la régénération. C'est que le mariage l'union d'un homme et d'une femme, c'est la plus petite cellule au sein du corps social capable de se reproduire elle-même. Alors, cette fonction-là par laquelle la société assure sa survie et se régénère, il est important pour le législateur de la protéger. Bon, les gens, après ça, ont dit non, on veut vivre en union libre. Certaines personnes disaient non, on ne veut pas se marier, on veut vivre ensemble, mais on ne veut pas de contrat entre nous. Ça va bien tant que ça va bien. Mais ce qui arrive, c'est que s'il y a une situation de désaccord qui survient, le contrat de mariage que les gens mariés ont signé chez le notaire, par exemple, c'est qu'il sert à deux occasions, au décès puis lors de la rupture. Alors, les gens qui sont en union libre ou des conjoints de fait, eux n'ont pas de contrat. Ce qui fait que quand l'union se rompt, là, il n'y a pas de lien. Et c'est embêtant pour le législateur. Après ça, les gens disent, le gouvernement devrait légiférer. Oui, mais écoutez, c'est que vous ne vouliez pas de contrat. Et selon moi, comme juriste, je me dis, la liberté contractuelle inclut la liberté de ne pas contracter. Et lorsque les gens disent, on ne veut pas de contrat entre nous, on doit respecter ça, selon moi, c'est leur liberté. Mais en même temps, quand l'union, quand il y a rupture de l'union, on ne peut pas, à ce moment-là, ces gens-là, oui, se retrouvent dans un vide juridique, mais c'est eux qui l'ont souhaité. Est-ce qu'il faudrait légiférer pour imposer un lien juridique à des gens qui n'en veulent pas? C'est ça la question. Oui. Et alors ça, c'est une des questions qui se posent vis-à-vis de notre réticence à nous engager. Comme on n'est plus réticent qu'auparavant à s'engager dans un mariage de type traditionnel, on veut avoir des portes de sortie, on veut avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne veut pas de contrat, mais on aimerait bien que quand cette union libre se rompt, on voudrait qu'il y ait des règles qui s'appliquent. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est ça. Il y a aussi, on voit l'apparition de d'autres types d'unions qui revendiquent le statut du mariage. Par exemple, les unions entre personnes de même sexe. Oui, d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que c'est les seuls qui revendiquent le mariage. À l'heure actuelle, quasiment plus personne ne veut se marier, sauf eux. Oui, et puis écoutez, c'est vrai que ça a été relevé par des observateurs et il y a un côté amusant à ça, ou ironique à tout le moins. Parce que, et voilà, que deux personnes désirent vivre ensemble de même sexe, écoutez, encore là, c'est la liberté peut-être sur le plan civil, sur le plan de la loi civile, je pense qu'on doit le respecter. Sur le plan religieux et moral, dépendant de notre référent, ce sera acceptable ou ça ne sera pas acceptable. Mais sur le plan civil, moi j'estime personnellement qu'il est normal qu'il y ait un cadre juridique pour des personnes qui désirent avoir un contrat de vie commune. Essentiellement, ces règles-là de contrat, de mariage ou de contrat de vie commune, comme je le mentionnais tantôt, c'est que ça sert à deux moments. C'est quand il y a un décès et quand il y a une rupture. Autrement dit, quand l'union connaît une fin, soit par le décès d'un des deux conjoints, ou soit par le fait qu'un ou les deux décident de se quitter. Alors, c'est à ça que ça sert, un contrat de mariage ou un contrat de vie commune. Là, il y a la question de savoir, est-ce que ce cadre juridique que le législateur est prêt à accorder aux personnes de même sexe, est-ce que ça doit s'appeler un mariage? Il y a une guerre des mots là-dedans. Et certaines personnes disent, non, on ne peut pas appeler ça un mariage parce que ce n'est pas une cellule capable de se reproduire elle-même. Vous voyez, c'est la notion de... Et puis, du coup, ça entraîne aussi, comme par exemple, il y a eu en France, où on doit changer
une grande partie du code civil et du code pénal parce que, effectivement, ben, tout ce qui faisait référence au mariage faisait référence à deux personnes de sexe différent. Enfin, donc, effectivement, ça entraîne des complications juridiques. Oui, et c'est pour ça, quand on parle du mariage comme d'une institution, pour ma part, j'estime que c'est toujours le cas. Que voulez-vous? La réalité biologique finit par nous rattraper, sans vouloir être trivial, mais bon, un homme et une femme qui ont des relations sexuelles, quand la femme est fertile, ben effectivement, 9 mois plus tard, il va avoir un enfant. Alors que quand c'est entre deux personnes de même sexe, les relations sexuelles ne peuvent pas conduire à la création d'une nouvelle vie. C'est ce que le législateur avait en tête avec l'institution du mariage, c'est de protéger l'institution, le mécanisme, la cellule de base par laquelle la société se régénère. Et si on donne le nom de mariage à d'autres types d'unions, par ailleurs légitimes, mais qui ne permettent pas à la société d'atteindre ce même objectif, de se régénérer, de se renouveler, c'est là que pour certains, ça pose problème et qu'on doit trouver un autre mot. Bon, certains disent on devrait appeler ça des contrats de vie commune. Bon, d'ailleurs, des conjoints hétérosexuels pourraient tout simplement aussi avoir des contrats de vie commune, puis que ça ne s'appelle pas un mariage s'ils le souhaitent. Ça fait partie de ce que moi je considère être la sphère de la liberté contractuelle, qui inclut, comme je le mentionnais, la liberté de ne pas contracter. Mais quand les gens désirent contracter, est-ce qu'on doit réserver le mot mariage à un certain type d'union, à savoir celui qui permet d'atteindre l'objectif social de régénération du corps social? C'est rare que le débat est posé dans ces termes-là, mais ceux qui ont des réserves à appeler un mariage une union entre personnes de même sexe, je pense que leur réserve vient de ce que j'explique là. D'accord, alors le temps avance et il va bientôt falloir poser la question que nous laisserons à nos auditeurs, à nos téléspectateurs. Mais avant ça, j'aimerais que, parce qu'on a été très clair sur le côté juridique, hein, mais il y a aussi les conjoints de fait. Hein, d'un point de vue juridique, on parle des conjoints de fait, donc des personnes qui sont restées ensemble, je crois, un certain temps. Et là aussi, il n'y a pas d'engagement. C'est-à-dire qu'on se retrouve à un moment donné conjoint de fait, mais on n'a pas décidé d'être conjoint de fait. En fait, c'est comme si c'était une situation de facto, une situation créée par les faits. Alors, est-ce que le législateur doit encadrer par des lois cette situation-là en disant, par exemple, quand les gens sont ensemble depuis 3 ans, voici, il y a un contrat qui se crée entre elles. Est-ce qu'on peut vraiment dire que des contrats se créent comme ça spontanément entre les gens sans que les gens le veuillent? Moi, j'ai de la difficulté avec ça. En ce que je crois à la liberté contractuelle. Et la liberté implique que si on souscrit des engagements, qu'on y ait consenti de façon consciente, mais pas par défaut, par le simple écoulement du temps. Et aussi, la liberté contractuelle inclut la liberté de ne pas contracter. Puis, c'est ça, ce qui comporte un risque. Mais, c'est ça. Et, comme je vous disais, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Pour éviter ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça nous ramène au titre de votre émission. C'est choisi. Est-ce que tu veux des règles ou si tu n'en veux pas? Est-ce que tu veux vivre une relation affective dans un cadre où il n'y a pas de règles, où il n'y a pas de contrat? Ça peut être très bien, mais quand ça cesse, soit par le décès ou par le départ d'un des conjoints, là, il n'y en a pas de règles. Alors, puis on ne peut pas chercher à en appliquer a posteriori parce qu'on a choisi qu'il n'y en aurait pas. À l'inverse, est-ce que vous préférez choisir de vivre dans une relation qui est encadrée, par un contrat de mariage, par exemple, et certaines personnes vont dire, on a peur de trouver ça trop étouffant. Par contre, l'avantage, c'est que lorsqu'il y a une situation
comme un décès ou le départ du conjoint, ben là, au moins, on a un filet de sécurité. Il y a des règles qui s'appliquent et on en sort plus facilement. En même temps, il y a aussi cette notion, et là, je ne sais pas, l'émission file, bien sûr, mais la notion de constance dans l'engagement dont vous parliez, sur le plan affectif, c'est important. Je pense qu'on est tous secrètement admiratifs de couples qui ont duré dans le temps. Hein? Des gens qui ont réussi une belle vie de couple, qui ont eu des beaux enfants, qui vieillissent ensemble. Écoutez, on admire ça. Même des fois, si c'est des gens avec qui on n'est pas d'accord sur d'autres points de vue, moi, il y a un exemple qui me vient en tête, l'ancien premier ministre Brian Mulroney, qui est maintenant, il doit être rendu pas loin de 70 ans, je crois. Bon, il a eu 4 enfants, une charmante épouse, 4 enfants qui... Et on voit que cet homme-là a l'air heureux. Il parle aussi des réalités de sa vie de famille. Je l'ai entendu dans une entrevue récemment où il était interrogé sur ses réalisations politiques. Mais il disait à l'intervieweur, vous savez, en bout de piste, à la fin de la vie, ce qui est le plus important, ce ne sera pas mon héritage politique, c'est ma famille, mes enfants. J'ai trouvé ça assez saisissant de la part de quelqu'un qui a eu une contribution importante à la vie de notre pays, et quel que soit le jugement qu'on porte sur les politiques qu'il a mises en œuvre. Mais pour lui, ce qu'il a fait de plus important dans sa vie, c'est pas d'être premier ministre, c'est d'être marié, d'avoir sa vie de famille. Alors, ça remet les choses en perspective. Et moi, et de garder son engagement dans la durée. Oui, et puis c'est de voir aussi comment son engagement matrimonial et familial a soutenu son engagement politique. Et c'est le cas pour bien des politiciens aussi. Ils nous disent, on ne serait pas capable de s'engager politiquement et d'être aussi efficace si on n'avait pas l'engagement à nos côtés, de cet engagement affectif. Un couple solide, ça fournit à chacun des deux conjoints un solide plancher, un solide tremplin pour affronter d'autres défis dans d'autres domaines de la vie. Donc l'engagement, je pense quand nous sommes trop économes ou pusillanimes ou qu'on ne veut pas s'embarquer, comme on dit en québécois, peut-être qu'on est perdant à d'autres niveaux. Et peut-être, au fond, que ceux qui s'engagent pleinement ont une meilleure contrepartie sur le long terme. Et ça me rappelle aussi une phrase de Jean-Paul II quand il était venu ici au Canada en 1984. Il s'était adressé aux jeunes au Stade olympique le 11 septembre 1984 et j'y étais. Et il y a une phrase qu'il avait dite qui m'avait frappé, c'est qu'il disait « La vie vaut la peine d'être vécue et mieux encore d'être donnée ». Et ce don-là de soi, ça évoque l'engagement, le thème de votre émission d'aujourd'hui. Et oui, quand on se donne, est-ce qu'on se perd ou si, au contraire, quand on se donne, on se trouve soi-même? Alors ce sera le mot de la fin, parce que, eh bien voilà, le temps est écoulé. Alors oui. Merci beaucoup. Parfait. Et au plaisir de vous reparler, M. Couetou. Merci à vous tous, chers auditeurs, et à la semaine prochaine.